L'école en temps de pandémie un peu partout dans le monde. Nouvelle rentrée sous Covid pour des millions d'élèves cette semaine, notamment en France. Les enfants et les enseignants sont-ils plus exposés aux variants Delta? Avec nous pour en parler, Didier Pittet, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes épidémiologiste, infectiologue aux hôpitaux universitaires de Genève en Suisse. Avec nous également Sophie Vénétité, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue également. Vous êtes professeur de sciences économiques et sociales au collège, donc, et secrétaire général adjointe du syndicat SNES-FSU. Didier Pittet, la première question, elle est pour vous, elle est simple. On entend beaucoup ces dernières semaines et tout l'été que les enfants, voire les enseignants, sont plus exposés aux variants Delta. Est-ce vrai? Alors, plus exposés, soyons clairs. Compte tenu que les proportions de personnes vaccinées dans la population en général sont très élevées chez les personnes âgées, elles sont un peu moins élevées chez les personnes moins âgées, elles sont évidemment les plus faibles chez les personnes les plus jeunes. Il est évident que proportionnellement, comme le virus devient très hyper-endémique, je m'excuse, c'est un terme un peu barbare, mais ça veut dire que le virus est largement distribué dans toutes les populations, il est clair que du coup, on voit davantage cette transmission chez les jeunes et chez les enfants en particulier. Le virus, évidemment, est malheureusement beaucoup plus contagieux, ce variant Delta, que les précédents, mais c'est au fond la nature d'un virus. On dit qu'il circule 5 fois plus chez les 0-19 ans que l'an dernier à la même époque. Parce qu'on le mesure beaucoup plus, qu'on le mesure beaucoup plus aussi, et parce qu'effectivement, il se transmet très facilement et qu'il est hyper-endémique. Ça ne veut pas dire qu'il a une pathogénicité particulière pour ces tranches-là de population, mais ça veut dire que comme il se distribue beaucoup, eh bien, on va le retrouver évidemment chez ces populations-là. Sophie Vénétité, en cette fin de mois d'août, 57% des 12-17 ans, donc on est presque pile poil au collège, ont reçu au moins une dose, 57%, ça vous rassure? Oui, bah on sait que la vaccination, c'est quand même un des éléments qui va nous permettre de sortir de la crise, que les jeunes, que nos élèves s'en soient emparés, c'est une très bonne chose. Maintenant, on va regarder aussi la suite, puisque le ministère nous a annoncé des opérations de vaccination en milieu scolaire, dans les collèges et les lycées. Et c'est de voir comment est-ce que cette dynamique va pouvoir se poursuivre pour les élèves volontaires dans nos collèges et nos lycées. Et c'est vrai que là, malheureusement, on manque encore un peu de réponse de la part du ministère. L'Organisation mondiale de la santé s'est exprimée aujourd'hui au sujet de votre profession. L'OMS plaide pour la vaccination prioritaire pour les enseignants. Alors c'est une recommandation qu'on accueille positivement, mais qui arrive un peu tard pour nous, puisque nous, on a par exemple demandé la priorité vaccinale pour les enseignants dès le mois de janvier, en disant bien évidemment, il y a d'abord les soignants et les personnes les plus fragiles, mais ensuite il nous semblait tout à fait légitime que les enseignants soient vaccinés rapidement. Ça nous a toujours été refusé. On s'est débrouillé comme on a pu, on s'est refilé des bons plans vaccination entre nous. On a fini par être très nombreux à être vaccinés, mais c'est quand même un peu dommage d'avoir fait ça un peu dans le dos de tout le monde, alors qu'on aurait pu vraiment montrer qu'on était prêt à être vacciné et qu'on a été largement vacciné. Alors à propos de la vaccination, justement, notre reportage à présent, direction l'île de la Réunion, premier département français à avoir fait sa rentrée scolaire, c'était le 16 août. Il est également la première académie à tester la vaccination à l'école. Dans les collèges, dans les lycées, plus de 200 élèves se sont déjà fait vacciner au sein de leur établissement. Et puis, il y a cette expérimentation qui est menée dans la commune du Port. Le problème, c'est que la vaccination ne fait pas l'unanimité. Sécurité donc renforcée dans cette commune. Reportage d'Anna Bellissens et Mathieu Alonso. Dans le plus grand lycée professionnel de France, la liste des volontaires à la vaccination n'est pas longue. Une cinquantaine d'inscrits sur 1500 élèves. J'ai encore plein de doutes en fait. Mais bon, je le fais juste pour le stage. J'ai pensé à mon avenir et je me suis dit si je ne le fais pas, je n'aurai pas mon diplôme et ma vie sera foutue en fait. Les stages en entreprise concernent l'ensemble des élèves de cet établissement et sans stage, pas de diplôme. Tu as eu la dingue dans les dernières semaines? Salle de prévention pour échanger avec un médecin généraliste avant l'injection. Le fonctionnement de ce centre éphémère est sensiblement le même que celui d'un vaccinodrome classique. Bonjour. Bonjour. À une différence près, l'équipe médicale mobilisée doit davantage rassurer les jeunes patients. On essaye de détendre le bras. Car l'expérimentation cristallise les tensions aux portes de l'établissement. Il y a toujours, je pense, une appréhension générale du fait qu'il y ait des manifestations, qu'il y a la police qui est quand même devant l'établissement, donc c'est quand même que ça envoie quand même un signe qui est quand même non négligeable. Depuis la rentrée le 16 août dernier, les opposants à la vaccination se donnent rendez-vous devant les grilles. Sur ces images, postées sur les réseaux sociaux par le collectif Réunionnais en colère,
des pancartes aux messages explicites. On s'attend à des manifestations aujourd'hui et demain. Donc c'est pour ça que ce matin, il y avait d'importantes forces de police déployées devant le lycée. Plus de 200 jeunes réunionnais ont déjà reçu leur première injection au sein de leur établissement scolaire. On a en gros 5-6 élèves vaccinés par classe. À La Réunion, le nombre de décès dus au Covid a atteint un niveau sans précédent la semaine dernière. Même si nous avons quelques voix qui s'élèvent pour dire le contraire, l'école doit contribuer à l'effort de vaccination. Le vaccin est la seule solution pour qu'on sorte de cette crise. Lille est une académie pilote. Dans les prochaines semaines, la vaccination dans les collèges et les lycées doit s'étendre à l'ensemble du territoire français. Voilà pour ce reportage. On poursuit cette page avec vous, Didier Pittet. Jean-Michel Blanquer, ministre français de l'Éducation nationale, a déclaré qu'un élève non vacciné, vous voyez dans le reportage, la question est importante, est dans une situation plus risquée qu'un élève qui a reçu au moins une injection. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Écoutez, on n'a pas beaucoup de données épidémiologiques très établies, mais il est clair que après une dose de vaccin, chez ces enfants qui ont une immunité qui réagit très bien, contrairement à, disons, au système immunitaire de personnes plus naissantes, on s'imagine bien que cette défense, elle sera bonne. En plus, certains de ces enfants ont certainement eu peut-être la maladie dans le passé, donc certainement qu'on va avoir une très très bonne réponse. Mais je tiens à féliciter les enseignants. Je crois qu'au départ, un enseignant, ce qu'il a envie, c'est d'enseigner. Et pour enseigner, pour éviter ces fermetures scolaires et pour éviter cette fracture scolaire, je crois que la vaccination, c'est vraiment la clé du succès. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est bien qu'en France et en Suisse, les écoles n'aient pas fermé. Pour autant, il y a vraiment cette polémique. Il y a deux de vos confrères épidémiologistes qui ont critiqué le protocole qui sera mis en place jeudi, donc dans 3 jours en France. Qu'est-ce que vous lui reprochez à ce protocole? Au fond, on a toujours bien entendu le lavage des mains, la désinfection. C'est quoi le cœur du problème? Le principal problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de flou dans ce protocole, notamment sur des mesures très concrètes. On a encore du mal à voir où on va, alors qu'on n'est qu'à 3 jours de la rentrée. On a posé beaucoup de questions sur l'organisation de la vaccination en milieu scolaire et on voit que c'est important d'avoir des réponses pour apporter de la sérénité et aussi répondre aux inquiétudes qui peuvent s'exprimer ici ou là. On voit aussi que par exemple en collège et en lycée, il n'est plus du tout question de tests pour pouvoir voir un peu comment circule le virus dans un établissement scolaire. Sur la question de la mise à l'isolement des élèves qui seront cas contact, ça cafouille encore beaucoup sur finalement est-ce qu'on va regarder si un élève est vacciné ou pas, qui va le vérifier, et comment l'information circulera dans l'établissement. Tout ça aujourd'hui on ne le sait pas. Et nous en tant qu'enseignants on se dit mais comment on va fonctionner dans 3 jours? Il faut quand même que ce protocole-là ne vienne pas complètement désorganiser ce qu'on fait. Et en hiver, il faudra ouvrir les fenêtres à nouveau? Eh bien, en tout cas, on sait que la question de l'aération est particulièrement centrale dans la lutte contre le virus. Et c'est pour ça que nous, ça fait quand même pas mal de mois qu'on demande à ce que nos établissements soient équipés, notamment en capteurs de CO2. Là-dessus, le ministre a fini, après 18 mois, par reconnaître que c'était un outil important. Reste une question principale, c'est qui finance? Et là-dessus, les collectivités territoriales et le ministre se renvoient la balle et on n'avance pas beaucoup sur le dossier. On va finir par nous dire qu'il faut ouvrir les fenêtres, mais il y a quand même des établissements en France où on n'arrive pas à ouvrir les fenêtres. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Éducation nationale au journal du dimanche en disant que c'était la meilleure solution s'agissant bien entendu de la circulation de l'air. Une réaction peut-être sur cette question? Oui, écoutez, purificateur d'air et CO2. Purificateur d'air, il n'y a aucune preuve définitive de leur efficacité. Donc, en milieu fermé peut-être, en milieu clos. Peut-être pas non plus exagérer la problématique. Je pense que l'ouverture des fenêtres, c'est une très bonne solution. L'aération, c'est certainement une bonne solution. Je pense que les mesures barrières principales demeurent le comportement, l'hygiène des mains, la distance, le masque, quand il est nécessaire, surtout chez les enfants un peu plus âgés, qui ressemblent à des jeunes adultes, au fond. Mais tout à l'heure, vous disiez quelque chose, Didier Pittet, qui peut paraître paradoxal pour nos téléspectatrices et téléspectateurs. Vous disiez les enfants ont une très bonne immunité. Oui. Et en les vaccinant, ils vont en avoir une autre. Mais on va jusqu'où? C'est-à-dire vous êtes pour, par exemple, qu'on vaccine les moins de 12 ans? Non, pour l'instant, on n'a pas de données pour vacciner les moins de 12 ans. Et ce qu'il est clair, ce que je voulais dire par là, c'est que l'enfant réagit bien à la vaccination. Et quand je dis l'enfant, je ne parle pas des moins de 12 ans. Aujourd'hui, les données chez les enfants de moins de 12 ans, on ne les a pas. On n'a pas les données encore de sécurité, on n'a pas les données... Un bébé est mort cet été en Occitanie. L'agence régionale d'Occitanie a communiqué pour la première fois. Oui, bien entendu. Donc il peut y avoir des accidents, mais globalement, on n'a pas de gros problèmes chez le jeune enfant et on doit attendre ces données. Maintenant, la meilleure façon de protéger un enfant de moins de 12 ans, c'est de vacciner les adultes. Et les jeunes adultes et les personnes qui sont autour de lui. Je crois que ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, en fait,
Je crois que la stratégie vaccinale telle qu'elle est en route, parce qu'évidemment on aimerait qu'elle soit parfaite aujourd'hui, mais le temps manque. À un moment donné, les doses manquaient, il y a eu des priorités. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans la bonne direction. Et c'est bien entendu un ensemble de mesures. La vaccination, le respect des mesures barrières, les tests quand on aura évidemment des suspicions de clusters et autres, et puis toutes les mesures populationnelles. Le pass sanitaire dont on ne parle pas pour les écoles, il est important qu'il soit établi dans les lieux à risque de manière à limiter vous regrettez cette qu'il ne transmission. soit pas imposé, on ne comprend pas trop pourquoi, puisque vous recevez du public jusqu'à preuve du contraire, mais il n'est pas imposé aux enseignants. Non, parce que vous savez, là vous êtes d'accord avec le ministre de l'Éducation nationale? En tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est que le pass sanitaire, quand il a été annoncé, notamment par le président de la République, on a vu que ça avait surtout eu pour effet d'augmenter tout d'un coup le nombre de personnes qui voulaient se faire vacciner. On se souvient tout d'un coup du nombre de rendez-vous qui ont été pris dans la soirée qui a suivi l'allocution du président de la République. Donc nous, on a la principale question qu'on pose, c'est comment est-ce qu'on protège par un ensemble de mesures l'école, et si la vaccination en fait partie, ce n'est pas le seul principe. Et pour faire rapide, c'est pas le pass sanitaire qui va nous amener nos capteurs de CO2. Donc nous, on a besoin avant tout d'un protocole sanitaire complet, et c'est là-dessus qu'il y a encore quelques manques. Mais tout à l'heure, vous parliez des enfants, comment savoir s'ils sont vaccinés ou pas. Les parents ne sont pas dans l'obligation de dire si l'enfant a été vacciné ou pas. Mais comment fait-on alors si un enfant est cas contact et qu'il ne déclare pas s'il est vacciné ou pas? Alors, ça fait partie des nombreuses questions sans réponse, puisque le ministre de l'Éducation nationale nous répond que si un élève est cas contact, alors la famille doit attester du statut vaccinal de l'élève, mais c'est du pur déclaratif. Et à ce jour, on ne sait toujours pas qui va s'occuper de gérer ces attestations. Ouais. Et juste, oui ou non, après j'aurai une dernière question pour vous, Didier Pittet. Une rentrée, c'est toujours stressant, c'est à la fois excitant pour les élèves, on l'a tous vécu, pour les parents, pour les enseignants. Qu'est-ce que vous ressentez à 3 jours d'une rentrée comme celle-ci, quoi? Est-ce que franchement, il y a un stress supplémentaire? On est quand même toujours content de retrouver nos élèves parce que c'est notre métier, donc on est content de les retrouver. Il y a quand même un peu d'inquiétude, notamment du fait d'une rentrée avec ce variant Delta, dont on voit bien quand même, et ça a été dit, que les plus jeunes pourraient quand même être plus touchés. Et ce scénario un peu inédit, forcément, amène un peu d'inquiétude dans cet enthousiasme de rentrée. Et 1 minute pour vous, Didier Pittet, pour finir. En France, on apprend que 75% ont reçu les deux doses, il me semble. En France, c'est, je crois, 70%. Ouais, 70%. Doses, et puis 82% une dose. Est-ce que c'est suffisant pour éviter le même scénario qu'on a vu dans les précédentes vagues? Alors, ça va considérablement aider, c'est certain, ça va considérablement aider. Ça n'est encore pas une immunité de population telle qu'on la voudrait. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir des mesures de prévention. Oui, mais à l'échelle planétaire, pas à l'échelle d'un pays. C'est ça à l'échelle d'un pays, bon, pour l'instant, on discute ici à l'échelle d'un pays. À l'échelle planétaire, évidemment, c'est insuffisant, mais on voit des différences très très importantes, malheureusement. Mais là, on est limité par le nombre de doses. Je crois qu'il y a de bonnes raisons de penser que bientôt, on aura beaucoup de doses à disposition et qu'on pourra avoir une équité qui sera meilleure. Mais en attendant, je crois que si chaque pays essaye de travailler comme on le fait pour démontrer finalement qu'on peut contrôler la situation, ça sera utile à tous. Merci beaucoup Didier Pittet d'avoir répondu à nos questions. Et merci Sophie Vénétité également. Très bonne rentrée à vous, malgré donc ces circonstances.